Bonjour. Et nous reprenons comme d'habitude, suivant le chemin habituel, et nous partons de la partie d'histoire externe qui aujourd'hui est plutôt une partie lexicale, donc ça nous ouvre à la fiche de lexique qu'on abordera tout de suite après. On avait vu la dernière fois l'importance du développement de la langue française en Angleterre avec toute une série de conséquences. Aujourd'hui, je vous donne quelques exemples de ce que la langue anglaise actuelle peut nous dire à propos de l'ancien français. En particulier, je vous avais dit la dernière fois qu'il y a dans l'anglais actuel un 50% à peu près de lexique dérivé du latin ou du français. Mais non seulement, la graphie de l'anglais actuel nous témoigne quelle était la probable prononciation du français médiéval parlé en Angleterre, c'est-à-dire avec ces variantes du nord de la France qui sont typiques aussi de l'anglo-normand. Je vous donne quelques exemples, comme vous voyez là. Il y a des graphies qui sont des graphies de l'anglais actuel, mais qui correspondent en effet à la prononciation de l'ancien français. Vous voyez que les mots sont facilement reconnaissables, on y trouve leur base française, mais avec une graphie différente. Notamment, les diphtongues ne sont pas, comme aujourd'hui, EU en français, mais OU. Voilà. Et cela correspond probablement à la prononciation du français d'Angleterre, c'est-à-dire couleur, par exemple, à la place de couleur. Ça, c'est un des traits typiques du français médiéval parlé en Angleterre. Dans la deuxième ligne, vous avez par contre des exemples qui nous montrent la prononciation des G et des C devant A, notamment qui est une prononciation dure, comme c'était à l'époque dans le français du Nord. Donc on dit garden en anglais, et ce G dur est devenu en français moderne G, J, donc jardin, ainsi que château. Aujourd'hui on a palatalisé le C, mais la prononciation du français médiéval devait être encore avec un C dur, puisqu'en anglais on a la forme avec C dur. La même chose arrive pour le mot chief anglais. Vous voyez qu'aujourd'hui, en anglais encore, on prononce avec ce tché palatal, mais plus dur par rapport à ce qu'il y a en français moderne, dans lequel on a glissé vers che. Donc voilà un certain nombre d'exemples qui nous montrent comme l'anglais actuel peut nous témoigner d'un état de langue qui était l'ancien français parlé en Angleterre. Je vous donne d'autres exemples qui ne concernent pas la graphie et la prononciation cette fois, mais plutôt le sens des mots, la sémantique. L'anglais a conservé certains mots d'origine française avec leur sens ancien, qui a évolué par contre en français. Je ne commente pas les exemples, mais là, vous voyez que la plupart de ces mots ont changé de sens en français. Donc le sens qui est attesté en anglais correspond au sens ancien du français médiéval. Et entre-temps, à l'époque moderne, ces mots ont changé de signification en français, tandis qu'ils sont restés fixés avec leur signification ancienne en anglais. Il y a même certains cas, comme le mot noise, dans lequel ce mot s'est complètement perdu en français. Alors c'est un mot qui en français médiéval existe, est parfaitement attesté, justement avec le sens de bruit, mais ce mot non seulement a changé de signification, mais a disparu pratiquement en français moderne, alors qu'il est conservé en anglais dans son sens original. Autre élément qu'on peut aborder, c'est la question de l'évolution du S devant T. Aujourd'hui, en français, vous savez que même si dans la graphie on trouve encore le S devant le T, cela ne se prononce pas. Et souvent, ce S, a été même éliminé et remplacé par l'accent circonflexe sur
la voyelle. La plupart, une bonne partie des accents circonflexes aujourd'hui qu'on trouve en français correspond en effet à la disparition d'un S devant consonne. Si vous pensez à château, par exemple, il y avait bien un S, ce qui est témoigné encore par la forme anglaise. Mais là, on voit aussi une autre différence. On voit une différence qui concerne l'évolution avec une chronologie différente du S sourd et du S sonore. En fait, le S sourd, celui de Castle et de Tempest, s'est conservé parce que a évolué plus lentement en ancien français. Donc en anglais aujourd'hui, on le prononce encore. Tandis que le S sonore a évolué plus rapidement, et donc même la prononciation anglaise témoigne de la disparition de ce S. En fait, en anglais, on dit island, donc sans le S, qui est pourtant présent dans la graphie. Donc voilà un exemple, encore une fois, de comment l'anglais peut nous donner des informations concernant l'évolution de la prononciation. Oui? Mais pour cette chronologie de l'évolution du S, je ne comprends pas le lien avec le français. J'ai compris les exemples en anglais, mais je ne vois pas le lien avec le français. C'est une information par rapport au français médiéval, justement, non pas par rapport au français moderne dans lequel on a éliminé ce S. Mais cela nous dit qu'en français médiéval, par exemple, le S sourd devant consonne a été plus résistant, c'est-à-dire qu'il a évolué plus lentement par rapport au S sonore. Donc tout d'abord, il y a eu une disparition du S sonore, et ensuite, dans une phase dans laquelle désormais l'anglais était fixé, il y a eu aussi une disparition du S sourd. Aujourd'hui, le français moderne témoigne de la disparition de ces deux S. Mais l'anglais nous montre les étapes chronologiques de cette évolution. Puis finalement, encore une petite chose, voilà, ce qu'on trouve dans l'anglais, on peut le trouver aussi dans des régions francophones dans lesquelles le français s'est conservé plus proche de la langue médiévale. C'est l'exemple du français du Canada. En français canadien, québécois, on trouve, comme en anglais justement, des mots qui ou bien ont disparu en français moderne, ou bien ont changé de sens. Et je vous en donne quelques exemples. Donc, les mots en noir sont des mots qu'on utilise encore en français québécois et qui conservent une signification qui était typique du français médiéval. Par contre, en français moderne, ces mots ou bien ont disparu, ou bien ont changé de signification. On reste toujours sur l'anglais, deuxième fiche dernière sur la question de l'anglais. Comment dire, la richesse lexicale de l'anglais, qui est constituée en partie par un vocabulaire d'origine germanique et en partie par un vocabulaire d'origine latine et française, se voit aussi à partir de l'existence de certains doublets, des doubles synonymiques dans lesquels une forme est d'origine germanique et une forme d'origine latine. Dans les exemples que je vous ai mis là, la première forme est celle d'origine latine et la deuxième est celle d'origine germanique. Vous voyez que les deux formes sont utilisées encore aujourd'hui en anglais, parfois avec des sens qui ne sont plus parfaitement synonymiques, mais encore une fois, c'est quelque chose qui nous montre la richesse de la langue anglaise qui a absorbé une bonne partie du lexique du français qui était parlé en Angleterre pendant le Moyen-Âge. Puis finalement, une curiosité culturelle, pour ainsi dire, qui concerne les noms des animaux. Alors, comme le français en Angleterre était surtout une langue de culture, cela valait aussi pour la cuisine. Donc le nom de la viande des animaux a gardé des formes d'origine française, alors que le nom de l'animal en soi, l'animal vivant, disons,
a récupéré des formes d'origine germanique. Donc encore aujourd'hui, quand on parle du même animal, si on parle de l'animal en tant que tel, on utilise une forme d'origine germanique, par exemple ox, calf, ainsi de suite. Mais si on doit parler de la viande de cet animal qu'on mange, les mots pour indiquer cette viande sont d'origine française. Alors à la place de ox, on aura beef, à la place de calf, on aura veal, ainsi de suite. Et là, c'est un trait qui non seulement nous indique l'existence de ces mots d'origine latine, mais aussi le fait que le français est justement une langue de culture et que donc la cuisine, ou la haute cuisine pour ainsi dire, était un facteur culturel qui a donc conservé des mots français à l'origine. Est-ce que c'est clair? Oui. Alors, c'est tout pour l'anglais. Je voudrais juste terminer cette première partie. Aujourd'hui, on va faire pas mal de choses sur les textes, et donc j'essaie d'aller plus rapidement sur cette première partie, avec un résumé du rayonnement de la langue française, de l'importance de la langue de la culture française, dont je vous ai déjà parlé. Donc, pendant le Moyen-Âge, surtout dans les premiers siècles, le français devient une langue de culture, même en dehors de la France. Au-delà de l'Angleterre, dont on a déjà parlé, il y a d'autres régions qui regardent à la langue et littérature française comme un point de référence. Cela est dû non seulement à toutes les raisons qu'on a déjà expliquées, par exemple la précocité de la langue et de la littérature française, qui en ont fait un modèle pour la culture dans les autres pays, mais aussi par des faits plus historiques et sociologiques, pour ainsi dire. Par exemple, et ça c'est un fait qu'on néglige souvent, mais qui est par contre très important, on a assisté en France à une très forte expansion démographique, surtout au XIIIe siècle et jusqu'à 1348. Pourquoi 1348? Est-ce que vous savez? On prend cette année comme référence de la fin de cette expansion démographique. Non? C'est l'année de la peste noire en Europe. Donc c'est un moment dans lequel l'expansion démographique a subi un très fort ralentissement à cause de cette maladie qui a évidemment provoqué beaucoup de victimes et qui a fait sensiblement diminuer la population dans une bonne partie des pays européens. Donc, on avait en France, c'est une donnée à mon avis assez extraordinaire, la France avait 20 millions d'habitants. Si vous pensez, c'était 13e, 14e siècle, c'est énorme. Et ça fait un quart des habitants de l'Europe entière. Cela vous dit aussi l'importance de la France, évidemment, par rapport au reste de l'Europe. D'où le fait que langue et culture française, aussi grâce au commerce, grâce à d'autres activités, s'implantent dans d'autres régions qui ne sont pas strictement francophones. Là, l'Angleterre de la cour des Plantagenets, on en a déjà parlé, mais il y a aussi, comme je vous avais dit, l'établissement des États latins en Terre Sainte, suite aux croisades. La plupart de ces États latins parlaient français. Parce que les contingents qui ont participé à la première croisade étaient surtout des contingents français. Et les gens qui sont établis en Terre Sainte étaient surtout d'origine française. D'où le fait que la langue française et même la culture française s'implantent de manière assez stable dans les États latins de Terre Sainte. Et cela juste à la chute définitive de Jérusalem à la fin du XIIIe siècle. Ensuite, on a l'expansion du français due à des raisons politiques, notamment par exemple le fait qu'une branche de la famille d'Anjou, qui était la famille aussi qui gouvernait la France à cette époque, s'établit dans le sud de l'Italie
dans les royaumes de Naples et de Sicile, pendant une longue période, presque 2 siècles donc, la langue de la cour de ces 2 royaumes, de Naples et de Sicile, était le français, et on peut constater qu'il y a eu aussi une importante production culturelle de manuscrits en langue française dans l'Italie du Sud pendant la période angevine. Et finalement, même au-delà des régions qui parlaient effectivement français, on constate, et ça on l'a déjà dit, je le rappelle seulement, on constate une forte influence de la culture française dans toute l'Europe. La littérature française devient le modèle le plus important, imité dans les différentes littératures européennes, même dans les autres langues, que ce soit en Italie, en Espagne, en Portugal, ainsi de suite. Je voudrais maintenant terminer cette partie sur l'histoire externe avec un dernier élément linguistique qui nous connecte encore une fois à la partie lexicale qui suivra, celle qui concerne l'adstrat occitan. On a déjà parlé de plusieurs cas d'adstrat, mais l'adstrat occitan est particulièrement important pour le français, d'un côté parce que l'occitan est une langue qui est assez proche du français, et de l'autre côté parce que c'est une langue parlée dans la France du Sud, région qui, à partir de l'époque de Philippe Auguste, a été directement occupée par la France, et donc ça devient progressivement une partie intégrante de l'État français. D'où le fait que son influence est plus importante. On connaît 303 occitanismes présents dans la langue française du Moyen-Âge entre 12e et 15e siècle. Par contre, dans le français actuel, on compte beaucoup plus de mots d'origine occitane, un peu plus que 1600. Peut-être le mot le plus important est le mot amour. Je crois que j'ai déjà en partie anticipé, mais je le répète. La littérature en langue d'oc a été la première littérature à produire une poésie lyrique dans une langue moderne. C'était l'époque des troubadours. Et le thème principal des chansons de troubadours était justement l'amour. Cette expérience littéraire des troubadours a été tellement influente dans la culture européenne que le mot amour en français moderne en garde les traces. En fait, la phonétique du mot amour n'est pas une phonétique française. C'est un mot qui garde son origine occitane. Si on avait dû suivre l'évolution normale du mot du latin au français, on aurait eu le mot ameur avec EU. Un mot qui existe, qui est utilisé parfois en français moderne, mais avec tout autre sens. Cela pour dire que parfois l'influence culturelle s'exerce aussi au niveau de la langue. Et c'est la raison pour laquelle le mot amour en français a gardé cette influence occitane. D'autres mots sont toujours liés à la poésie lyrique, notamment le mot jaloux et le mot ballade, qui sont des mots qui sont souvent utilisés dans les textes occitans. Et ensuite, il faut rappeler aussi l'influence de l'occitan en tant que langue de médiation. C'est-à-dire que certains mots sont arrivés en français, non pas directement de l'occitan, mais par exemple de l'arabe à travers l'occitan. Donc il y a eu une première étape de transfert de certains mots arabes en ancien occitan, et de l'occitan, ces mots sont passés aussi à la langue française. C'est le cas par exemple du mot épinard. La même chose concerne aussi l'influence de l'italien, qui parfois s'est exercé de manière directe sur la langue française. Mais d'autres fois, cette influence est passée à travers une phase occitane. Par exemple, il y a certains mots comme le mot escrime et ambassade qui sont des mots d'origine italienne, mais dans la phonétique de ces mots, on reconnaît
une influence de l'ancien occitan. Ces mots n'ont pas une phonétique parfaitement française. Ils conservent des traits de leur passage à travers l'ancien occitan. Et pour finir, l'occitan a été un moyen de transfert linguistique aussi grâce au commerce, à la navigation et aux croisades. Dans un des États latins, un seul sur les 4 qui ont été fondés en Terre Sainte pendant les croisades, un État français, le comté de Tripoli, parlait occitan. Et donc certains mots, grâce à ce contact en Terre Sainte entre les régions de langue française et les régions de langue occitane, certains mots se sont transférés également en français. En français, c'est le cas par exemple des mots canton, escalade et cap. Le dernier en particulier, très évident, mais le premier aussi, parce qu'en français, ce séduire au début du mot, ne se serait pas conservé en français. Il n'aurait pas latalisé. Le fait de le retrouver signifie que ces mots ne sont pas d'origine française, ou en tout cas ont traversé d'autres langues, et dans ce cas, c'est justement l'occitan. Encore une fois, d'autres facteurs socioculturels, la cuisine, encore une fois, certains mots qui indiquent des poissons, des fruits de mer, etc., ont été tirés de l'ancien occitan. Escargot, merlu, langouste, etc. sont des mots. Alors, par exemple, salade, c'est évident. Le mot salade, avec cette conservation du D intervocalique, n'est pas français. En français, ce mot aurait donné le résultat salé, avec un double E. Et là, je vous donne en vrac d'autres exemples d'occitanisme qui se sont conservés dans la langue française, sans les commenter. Je vous laisse les regarder et éventuellement les assimiler. C'est tout pour la partie d'histoire externe. Est-ce qu'il y a des questions? Donc on a fait un parcours rapide, mais on n'a pas ajouté beaucoup de choses. On a vu le rôle de l'anglais, non seulement pour le témoignage que l'anglais nous donne pour l'état de la langue française médiévale. On a fait un résumé de l'importance de l'expansion de la langue et de la culture française pendant le Moyen-Âge, et on a vu ces exemples d'abstrat occitan, oui. Comment? Le mot S ou à la fin, qu'est-ce que ça signifie? Alors, voilà, j'ai oublié aussi. Je crois que c'est. Je ne me souviens pas non plus. Je crois que c'est. Je vous dirai, mais vous pouvez regarder aussi dans un dictionnaire. Je crois que c'est quelque chose du style d'une planche, une série de planches de construction. Mais je ne suis pas sûr, donc il faudra vérifier. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Ok. Voilà. Alors, je voulais donner des exemples d'un phénomène dont je vous ai déjà parlé, qui règle l'évolution de la langue en français. Notamment le fait que l'évolution phonétique extrêmement poussée qu'on retrouve en français peut créer des problèmes, parce que l'élimination d'une bonne partie du matériel sonore d'un mot arrive à créer des confusions possibles entre des mots qui étaient en latin complètement différentes. Je vous donne l'exemple. Avant de vous donner l'exemple, je suis l'affiche, et donc je vous fais la théorie, disons. Donc d'un côté, il y a cette évolution phonétique très poussée qui augmente le risque d'homophonie, et de l'autre côté, à un moment donné, on se rend compte qu'il y a un risque de confusion, et donc on essaye de différencier le mot qui risque de se confondre,
à travers ce qu'on appelle la thérapeutique verbale. C'est-à-dire, on intervient de manière thérapeutique sur un problème linguistique, une confusion possible entre deux mots, et on rétablit la différence entre ces mots en recréant un des deux mots à travers un synonyme ou à travers la loi de l'analogie. Maintenant, je peux vous donner l'exemple. Le mot latin apem, abeille, aujourd'hui, en ancien français, avait évolué de cette manière. C'était réduit à et. Donc vous pouvez imaginer que ce mot et posait des problèmes parce que et pouvait se confondre avec la conjonction, avec le verbe être, avec plein d'autres formes. Du coup, c'est la raison pour laquelle on a adopté à un moment donné un mot différent qui est le mot abeille, qui est un mot d'origine occitane, comme on vient de dire, et qui d'ailleurs ne dérive pas du latin apem, mais de son diminutif, apicula, petite abeille. Et le fait de partir d'un diminutif, ça donne un matériel phonétique plus important, le mot est plus long, et du coup, il se conserve mieux, et donc il ne risque plus de se confondre avec d'autres formes. Même chose pour le verbe audire latin, qui donne en français oïr, et pendant dans la langue française médiévale, ce verbe est très commun, très utilisé, mais il se trouve que dans certaines formes de ce verbe, notamment le présent de l'indicatif ot, il peut se confondre avec le passé simple du verbe avoir, o, ou même au niveau phonétique avec la préposition o. Encore une fois, donc, de manière progressive, ce verbe est remplacé par un synonyme qui est le verbe entendre, intendere latin, ou bien le verbe écouter, auscultare latin. Donc, dans ce cas, pour résoudre le problème de l'homophonie, on cherche un synonyme pour remplacer le mot qui risquait de se confondre avec d'autres. Le verbe exire, latin aussi, subit le même sort, puisque certaines formes de ce verbe au présent de l'indicatif, par exemple la forme ist, peut se confondre avec le ist démonstratif. D'où le fait qu'encore une fois, on le remplace par des synonymes qui n'étaient pas du tout des synonymes au début, comme c'est le cas par exemple de sortir, qu'on utilise encore aujourd'hui, qui ne signifie pas sortir au début, mais cela signifie tirer au sort. Et le sens de sortir dérive de certaines expressions qu'on utilisait dans le jeu des dés. Par exemple, quand on annonçait les points du jeu de dés, le double 6 est sorti. Sorti, ça veut dire tirer au sort à l'origine, mais petit à petit, ce verbe acquiert le sens moderne de sortir, et il arrive jusqu'à remplacer le mot latin qui signifiait précisément sortir. Voilà un certain nombre d'exemples de ce phénomène provoqué par l'évolution très poussée de la phonétique française, et donc au risque conséquent de confusion entre plusieurs mots. Il faut dire qu'au-delà du risque de confusion, il y a une tendance en français à remplacer les formes monosyllabiques très courtes, parce que les formes trop courtes, justement, posent des problèmes et risquent de disparaître finalement. Donc, progressivement, ces formes monosyllabiques sont remplacées par d'autres formes synonymiques, parfois tirées de la même langue, parfois tirées du latin, parfois tirées d'autres langues. Et c'est le cas des mots que je vous ai indiqués. Alors, comme vous pouvez voir, certains de ces mots monosyllabiques n'ont pas complètement disparu de la langue française, mais ils sont restés avec un emploi cultivé, je dirais, une langue un peu recherchée. C'est le cas, par exemple, de quoi et de là.
qui existent encore en français, mais ils ne sont pas utilisés couramment. Et ils ont été remplacés justement par tranquille et par fatigué. Voilà, c'est tout aussi pour le lexique. Encore une fois, je vous demande si vous avez des questions. Donc on a fait juste une fiche de lexique, mais évidemment, dans la partie d'histoire externe aujourd'hui, on a pas mal traité du lexique, du côté de l'anglais, du côté de l'occitan. Donc on a consacré la première partie de cette séance surtout à des aspects lexicaux. Maintenant, on revient à la partie phonétique.